Ben, ça, ce qu'on appelle, c'est pas moi qui l'ai théorisé, ça s'appelle le complexe du métis. Des gens D'accord, oui. intelligents Hmm. ont étudié que très souvent les révolutionnaires des pays dominés, c'est-à-dire que dominés avec une dimension raciale, étaient souvent des métis. Vous pouvez le vérifier très souvent, jusqu'à d'ailleurs le roi du comment dirais-je, du reggae. Oui, oui, oui. Comment il s'appelait celui qui a fait connaître le reggae dans le monde entier, qui était un métis et qui est mort d'ailleurs d'un cancer de la peau, justement parce qu'il était à moitié blanc, ce qui est intéressant. S'il Hmm. avait été 100% jamaïcain, il serait peut-être encore vivant. Voilà. D'accord. Enfin, Donc voilà, ça, ça c'est un s'appelle le constat, complexe mais comment métis. l'expliquer? Ça Hmm. veut dire que Hmm. le métis, comme le déclassé, a une conscience douloureuse parce qu'il a deux origines en lui qui se complètent et qui s'affrontent. C'est mon cas notamment sur le plan social. Je suis à la fois grand bourgeois et aristocrate par mes parents, mais en même temps, pour des raisons historiques, déclassé, c'est-à-dire presque sous-prolétarisé par un déclassement violent. Voilà. Et donc je suis à la fois, dans mon être profond, un grand bourgeois et une victime de la bourgeoisie. Et ces deux consciences s'affrontent en moi, mais en même temps, en se combinant, me donnent une vision plus large que celui qui n'est qu'un bourgeois ou qu'un déclassé, ou qu'un prolétaire. Vous voyez, c'est ce que Rousseau appelait la conscience naturelle. C'est un peu l'équivalent de la stéréophonie en musique. C'est-à-dire que votre point de vue est plus vaste que les autres parce qu'il est double et qu'il est double en vous-même et que vous êtes obligé, pour des raisons de survie, à confronter ces deux points de vue qui s'affrontent en vous-même et en les confrontant, effectivement, en produire la double critique réciproque, ce qui produit un troisième état, effectivement, qui s'appelle la conscience du déclassé ou la conscience du métis, si vous transposez cette double origine sociale en double origine ethnique. Voyez, et Ah, donc Dieudonné est à la fois un breton blanc, c'est-à-dire comme Le Pen, et en même temps un Camerounais noir. Donc il est à la fois un esclavagiste et un esclavagisé dans son être profond. mhm. Donc il se réfère à sa mère ou à son père. Donc ça donne ce qu'on appelle une conscience douloureuse. Ce que Lukács a théorisé, la conscience douloureuse, c'est la conscience du monde bourgeois, c'est celui qui souffre et qui produit de la conscience, parce qu'effectivement la douleur est la condition de la conscience, voyez. Hmm. Et il est dans cette confrontation intime de savoir s'il est méchant comme Le Pen blanc ou victime et gentil comme le Camerounais esclave, voyez. Ouais. Et c'est la situation objective d'un Dieudonné en tant que métis. Et que je dis que c'est ce qui fait effectivement qu'il se révolte le plus contre sa condition, alors que souvent celui qui est simplement noir, souvent subit la violence, n'a pas l'appareillage critique, ni la honte, ni la conscience pour lutter contre violemment et efficacement, Ouais. et que donc on a constaté souvent, c'est le cas aussi de Maître Vergès, hein, qui, Ah, est, d'accord, d'accord. Oui, qui est oui. un métis social et ethnique aussi, et que c'est très souvent effectivement les métis qui produisent la plus grande révolte. On peut le dire aussi d'ailleurs de Kémy Séba, qui n'est pas un Africain, hein, qui est un fils des classes moyennes supérieures blanches. Ouais. Enfin blanche, je veux dire française, Française, oui, ce oui. qui veut dire blanc d'une certaine manière. Ouais. C'est un fils de la moyenne bourgeoisie française qui prend conscience de la violence que subit l'Afrique. L'Africain qui n'a jamais bougé d'Afrique est dans une logique, je dirais, de survie, dans une logique comment dirais-je, de solidarité de ce qu'on appelle la famille élargie, où il se Ouais. pose souvent pas toutes ces questions, parce qu'il d'abord il est dans une survie plus immédiate, et que parce que ces concepts finalement ont beaucoup à voir avec le monde blanc. Et pour ça, il faut lire Spedo Adotevi, c'est-à-dire négritude et négrologie, pour voir que toutes finalement les concepts de la négritude et de la souffrance noire ont été produits par des Noirs qui avaient accédé à l'université blanche et qui étaient souvent des Sorbonnards des années 30. Vous voyez, Ah, c'est eux qui voient une injustice parce qu'en fait, ils projettent finalement un appareil conceptuel de la bourgeoisie blanche sur le monde africain. Et c'est eux qui le font. Finalement, les Africains. comment vous dites? Comment il s'appelle? Spedo Adotevi. D'accord. J'ai lu tous ces livres-là, ça s'appelle Négritude et négrologie, vous voyez, c'est voilà, qui explique que ce qu'on appelle le concept de négritude est un concept de nègre blanc, c'est-à-dire de métis, vous voyez. Voilà. Donc évidemment, ça peut agacer certains qui n'ont pas l'intelligence et qui ont souvent la colère, vous voyez, ce qui n'est pas d'ailleurs un bon moyen d'intelligence. Alors ils disent que c'est du racisme. Non, c'est une question sociologique très fine, vous voyez, qu'on Mhm. appelle la conscience double du métis, le complexe du métis et la colère du métis. Et je dis effectivement que c'est chez Dieudonné le blanc qui se révolte contre sa condition de noir, parce qu'à la limite, souvent le noir intègre cette condition-là, vous voyez, par un long, long travail d'humiliation, d'esclavage, exactement comme le maghrébin intègre sa condition de collabeur, vous voyez, parce qu'il n'a Oui. fait finalement que pour sa survie depuis des générations
en tant que colonisé, que être dans une logique de soumission, de collaboration. C'est-à-dire qu'être indicateur de police, pour lui, c'était pratiquement normal, vous voyez. Oui, oui. Exactement comme au Maroc, la pédophilie est un moyen est un moyen de subsistance pour certains, vous voyez, et que c'est le blanc qui se révolte contre le fait que certains maghrébins vendent le cul de leur gosse à des touristes anglais friqués, vous voyez. C'est beaucoup plus insupportable finalement pour un blanc élevé aux droits de l'homme, avec le confort des droits de l'homme, que pour, je le dis, c'est très violent, pour un maghrébin qui est dans la survie et dans la soumission et l'humiliation depuis des générations, vous voyez. C'est pour ça que c'est souvent un Algérien français qui trouve scandaleux l'impérialisme et un Marocain français qui trouve scandaleux la pédophilie de Marrakech, alors que finalement, pour les petits gars de Marrakech, c'est un moyen de se faire un peu d'argent, vous voyez. C'est très violent ce que je dis, mais c'est la réalité, vous voyez. Et voilà, c'est Orwell en tant qu'Anglais qui est scandalisé par la violence de la guerre d'Espagne, vous voyez, parce qu'il y va en tant qu'étranger, vous voyez. C'est ceux qui sont le plus dégoûtés par la violence du tiers-monde sont souvent les gens qui ont été les gens de la bourgeoisie moyenne et supérieure blanche qui ont été élevés dans l'idéalisme des droits de l'homme et qui découvrent des situations qu'ils trouvent scandaleuses. Et souvent, ils les trouvent bien plus scandaleuses que les gens qui sont dans la survie sur place, vous voyez. C'est de la vraie sociologie, ça, et c'est comprendre. Et donc, quand je dis, finalement, dans un raccourci provocateur, chez Dieudonné, c'est le blanc qui se révolte, c'est assez vrai. C'est-à-dire que finalement, et quand on est à la fois blanc et noir en soi-même, et qu'on est traité comme un noir intégral, le blanc qui est en vous se révolte encore plus d'être traité comme un noir, vous voyez. C'est voilà. Et exactement comme moi, quand j'étais communiste, pourquoi j'étais violemment pour la défense des prolétaires? Parce que je suis issu par ma mère de l'aristocratie et par mon père de la grande bourgeoisie. Et en tant que blanc paupérisé et sous-prolétarisé, je trouve scandaleux d'être exploité comme un prolétaire. Mais finalement, le prolétaire, on est dans le prolétariat, s'il n'a pas une culture syndicale et une culture ouvrière, qui lui est d'ailleurs apprise par quelqu'un qui vient en général d'un milieu un peu supérieur, et ben finalement, il est dans la survie, il cherche un boulot, il bosse à l'usine, il cherche à la limite, s'il se syndicalise, à avoir une augmentation de salaire et à ce qu'on réduise un petit peu son temps de travail, il cherche à améliorer sa vie quotidienne par la télécouleur, les week-ends, etc. Et il a moins de vision, je dirais, révolutionnaire qu'un type comme moi, vous voyez, qui en tant que bourgeois, d'une certaine manière, veut le pouvoir, veut le respect, s'offusque, vous voyez. Alors que l'autre, il est plus dans l'humilité de celui qui a toujours pris des coups, qui sait qu'il est un dominé, qu'il faut qu'il courbe la tête, qu'il fasse pas trop de bruit, et c'est comme ça depuis l'école, et c'était comme ça, il a vu ses parents comme ça, etc., etc. Vous voyez, que ce soit le prolétaire ou l'immigré, c'est là qu'on comprend finalement que celui qui a une grande gueule et qui se révolte violemment avec des grands mots et des grandes phrases est souvent issu à moitié d'un autre monde, qui est le monde des grandes gueules, de l'arrogance, des grandes phrases et du pouvoir. Donc un métis social ou un métis racial, vous voyez. D'accord. J'espère que c'est bien compris. Comprendre ça, c'est très important. Et ceux qui pensent que c'est raciste, je les emmerde, parce que le concept de racisme est un concept d'une pauvreté inouïe, qui est en général le meilleur moyen de vous maintenir dans la bêtise et la soumission en ayant juste un mot, vous voyez, c'est-à-dire un slogan. Le slogan n'est pas de la pensée, vous voyez. Après, l'autre sujet qu'il a abordé, c'est sur le métis. Alors, il a écrit un bouquin là-dessus. Oui, après, il faut le faire lire. Si c'est bon, ça peut être intéressant, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse, le métis, puisque moi, j'en ai parlé pas mal quant à moi, sur le plan de ce qu'on appelle le métis social, ce qu'on appelle le déclassé, celui qui est à la fois un bourgeois et un prolétaire, et qui est mal à l'aise des deux côtés, et qui critique sa bourgeoisie par son prolétariat, et qui en même temps souffre de son prolétariat par sa bourgeoisie. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la conscience naturelle, telle que l'a pensé Jean-Jacques Rousseau, qui produit la plus grande souffrance, mais aussi la plus grande lucidité. Voilà. Alors le métis racial a, à mon avis, une parenté avec le métis social, s'il est de deux mondes. C'est le cas, par exemple, d'un Dieudonné, ce qui fait sans doute beaucoup pour son talent, parce que souvent, on réduit Dieudonné à sa dimension africaine, parce que c'est ce qui l'intéresse le plus, parce que sans doute c'est un peu loin, donc il y a le charme de l'exotisme, mais il est aussi breton. Et c'est un sujet sociologique très intéressant, le métis, la souffrance du métis, la conscience du métis. Je pense que c'est un sujet qui a pas mal été politiquement et sociologiquement abordé au moment de la décolonisation et de la période qu'on appelle le tiers-mondisme. Mais sans doute qu'un bon bouquin sur le sujet aujourd'hui, puisque ça touche quand même pas mal de jeunes qu'on dit des quartiers, parce qu'il y a beaucoup de métis dans les métis sociaux d'ailleurs, et métis culturels et métis tout court, c'est sans doute un sujet politiquement très très intéressant pour essayer de comprendre un certain malaise, par exemple des banlieues, problème aussi de manipulation, problème d'idéalisation.
il faut lire, mais c'est un sujet sociologique et politique très actuel, hein. Par exemple, tiens, si ça me vient comme ça à l'idée, Mbappé, par exemple, est à la fois un jeune Français de la banlieue parisienne qui a un père camerounais, je crois, et une mère algérienne, vous voyez. Donc, il est métis à plusieurs niveaux, hein. Et ça peut donner des catastrophes, parfois comment dirais-je, des gens qui ont des gros problèmes on va dire, d'insertion, des névroses, et puis ça peut aussi produire des personnages de grande qualité. Par exemple, j'avais écrit un éloge du métissage dans un de mes abécédaires, qui était un éloge paradoxal du métissage, et je parlais par exemple d'un génie de la musique qui s'appelle Miles Davis, hein, qui est un grand musicien de jazz et qui en même temps, sur sa trompette, travaillait énormément du Jean-Sébastien Bach, vous voyez, et qu'il y avait dans le jazz est une musique métisse, puisque ce sont des instruments de blanc, hein, piano, saxophone, ça n'existe pas en Afrique, joués par des Noirs américains, mais qui ont été formés à la musique en passant par le gospel, c'est-à-dire la christianisation de leur situation d'esclaves aux États-Unis. Donc le jazz est on peut dire, une production géniale du métissage qui a une triple composante, hein, c'est-à-dire Afrique, christianisme de type protestant américain et instruments classiques. Voilà, ce qui est d'ailleurs souvent mal compris, notamment par les adeptes du free jazz, qui est un contresens, qui réduisent le jazz à une musique africaine alors qu'elle ne l'est au maximum que pour un tiers, hein, voilà.